Le 28 septembre 2009, un rassemblement pacifique organisé par l'opposition dans le plus grand stade de Conakry était réprimé dans le sang par les forces de la junte militaire alors au pouvoir. Bilan, au moins 150 morts, plus de 1000 blessés, des dizaines de disparus et une centaine de femmes victimes de violences sexuelles. Un an après les faits, où en est l'enquête guinéenne? Où en est l'instruction de la Cour pénale internationale? Et que sont devenus les responsables présumés? On en parle avec Rachid Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du mensuel Matalana, un magazine qui parle de l'Afrique et de la Guinée dont vous êtes originaire. Et puis, on en parle aussi avec Maître Martin Pradel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et co-rédacteur du rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a rendu public son rapport sur la Guinée. Mais d'abord, on regarde le reportage d'Alain Chabot qui a retrouvé notamment en France des victimes de violences. Cette femme est une parente de l'un des deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle en Guinée. Elle donne son nom, mais masque son visage par sécurité. Le 28 septembre 2009, elle était partie manifester pacifiquement contre la junte au stade de Conakry, comme des milliers d'autres Guinéens. Une manifestation finalement réprimée dans le sang par l'armée. Plus de 150 morts, 1 millier de blessés et des dizaines de femmes violées. Elle-même est durement frappée à la tête. Aujourd'hui, en séjour à Paris, elle attend que la CPI, la Cour pénale internationale, juge les auteurs de cette tuerie. La Guinée ne peut pas. Je souhaiterais que les institutions internationales prennent cette affaire en compte et pour que justice soit faite afin que la Guinée sorte de cette vie misérable. Les institutions internationales, c'est-à-dire le TPI, la CPI, le TPI. C'est ce que nous souhaitons, de vive voix, pour que ces morts reposent en paix. En février dernier, nous étions partis rencontrer les victimes en Guinée. Une trentaine de personnes étaient encore discrètement soignées dans une clinique de Conakry. Cette jeune femme, prostrée sur son lit, avait été violée au stade et souffrait de graves séquelles psychologiques. Joint au téléphone, son médecin nous a expliqué qu'elle est toujours dans le même état aujourd'hui. Ce jeune homme de 18 ans avait été amputé, sa jambe ayant été fracassée à coups de crosse. Aujourd'hui, il est toujours hospitalisé en attente d'une nouvelle amputation par suite de complications. Enfin, cette étudiante de 24 ans nous avait raconté son calvaire, violé pendant plusieurs jours par les militaires, les redoutables bérets rouges. C'était le 28, au moment où nous sommes arrivés à la villa. Il fallait droguer toutes les filles pour faire leur boulot. Donc, j'ai refusé de prendre le café. J'ai reçu un coup de couteau venant d'un béret rouge, en me forçant de prendre le café. Donc, je n'avais pas le choix, j'ai pris le café. Depuis ce témoignage, l'étudiante a obtenu le statut de réfugiée politique en France, où elle travaille actuellement. Elle ne souhaite plus s'exprimer à la télévision pour préserver sa famille restée en Guinée. Cet homme, rencontré à Paris, a lui aussi été blessé au stade. Un an après, sa jambe le fait toujours souffrir. Militant des droits humains en Guinée, il souhaite préserver son anonymat par crainte de représailles de la part de ses bourreaux quand il est à Conakry. On est là, ces bourreaux sont en train de se promener parmi nous. L'insécurité est totale pour les victimes, n'est-ce pas? Et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Aucun de ces bourreaux n'est encore inquiété. Malgré la démocratisation en marche en Guinée, le 28 septembre reste une triste commémoration. La plupart des victimes vivent toujours dans la douleur et dans la crainte. Alors Martin Pradel, un an après le massacre de Conakry, y a-t-il eu des arrestations en Guinée? Alors, il y a eu des arrestations en Guinée. Il y a eu 2 arrestations à notre connaissance. Il faut comprendre qu'en Guinée, il y a une procédure pénale qui a été introduite et que cette procédure pénale ne concerne que Toumba. Les 2 personnes qui ont été arrêtées... L'aide de camp de Dadis Camara, aujourd'hui en fuite. L'aide de camp de Dadis Camara, qui aurait tenté de l'assassiner, qui est actuellement en fuite et qui aujourd'hui est tout à fait traqué en Guinée. Il y a 2 personnes qui lui sont proches, dont on ne comprend d'ailleurs pas très bien quelle pourrait être leur implication dans les faits du 28 septembre, mais qui sont arrêtées vraisemblablement parce qu'elles sont proches de Toumba. Ce sont des hauts responsables? Non, ce sont des militaires qui ne sont même pas des officiers de haut rang. Ce sont des militaires qui sont proches de Toumba. Ça veut dire que les bourreaux, M. Ndiaye, sont toujours aux manettes, au pouvoir. C'est pour ça que les victimes ont peur?
Bien, disons que ça, c'est l'aspect interne. L'aspect externe, c'est que l'ONU a quand même rendu un rapport qui indexe énormément un certain nombre de personnalités politiques. La difficulté vient du fait qu'il était difficile à la fois de mener une transition qui conduit à l'élection qui est en cours de préparation et en même temps ne pas inquiéter certains acteurs de la transition qui sont eux-mêmes concernés par ce problème-là. La difficulté vient de ce niveau-là. Donc, c'est double impératif sur le plan lutte contre l'impunité, sur le plan fin de la transition, c'est ça peut-être qui complique un petit peu la tâche. Vous êtes d'accord avec cette analyse? L'élection que tout le monde attend vient quelque part un peu entraver le travail de la justice? C'est vraiment notre impression. Et d'ailleurs, c'est aussi notre crainte que cela perdure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et 3 autres ONG se sont constituées aux côtés d'une 60aine de personnes qui sont effectivement dans leur chair victimes des faits du 28 septembre. Ce sont donc des parties civiles. Et en leur nom, les ONG, ces personnes, ont demandé aux juges de réaliser un certain nombre d'actes d'instruction. Ces actes d'instruction n'ont même pas été reçus, tout simplement parce que depuis le mois de juin, les magistrats qui sont en charge de ce dossier en Guinée ont été mis en vacances. En vacances dans l'attente d'un aboutissement de cette élection présidentielle. Alors, on peut comprendre qu'il y ait des questions à ne pas poser en période d'élection. C'est quelque chose que nous pouvons concevoir, mais la marche de la justice, ce n'est pas l'agenda politique. Et c'est vrai que notre crainte est que l'on calque sur l'agenda politique, l'agenda judiciaire, étant précisé qu'un agenda politique est sans cesse renouvelé. Est-ce qu'on peut parler de manœuvres tactiques pour certains qui sont au pouvoir et qui éviteraient comme ça le couperet de la justice ? Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a un consensus général en Guinée sur l'idée de refuser totalement l'impunité donc à travers ces événements-là. Mais en même temps, je crois que beaucoup de Guinéens souhaitent que la justice internationale puisse plus s'occuper de cette affaire que la justice interne. Malheureusement, en réalité, aujourd'hui, vous savez, il n'y a que 3 autorités qui ont la capacité de saisir la Cour pénale internationale, c'est-à-dire c'est le Conseil de sécurité, comme ça a été le cas pour le Soudan avec Béchir, ce sont les États, comme ça a été le cas pour l'État centrafricain de l'affaire Mbemba, et le procureur. Or, au moment où nous parlons, aucune de ces autorités-là, pour l'instant, n'a encore saisi la Cour pénale internationale. Même si le procureur général, M. Moreno Ocampo, a déjà manifesté sa volonté de poursuivre cette affaire-là aujourd'hui. Mais je crois que le groupe international de contact, la communauté internationale, avait décidé de trouver, on va dire, une voie médiane, en se disant quelle voie nous allons trouver pour qu'à la fois l'impunité ne soit pas la règle, et pour qu'en même temps aussi, on puisse permettre à l'État de se doter d'une nouvelle légitimité avec un président élu, parce que de toute façon, des nouvelles autorités élues ont tout à fait juridiquement la capacité de poursuivre l'affaire devant la Cour pénale internationale. Un mot de Dadis Camara, on en a évidemment beaucoup parlé. Dadis Camara blessé par son aide de camp, il devient quoi? Il est où? Écoutez, à notre connaissance, il n'est pas en Guinée. Et le général Konaté le tient à l'écart. C'est en tout cas la communication officielle. Alors ensuite, où se trouve-t-il précisément? Moi, je ne suis pas en état de répondre. On sait, Dadis Camara vit à Ouagadougou. Depuis les accords de Ouagadougou de janvier 2010, il est installé dans cette capitale de Burkina Faso, capitale dans laquelle il observe tout à fait le silence sur ses activités, puisqu'il fait partie des personnalités dont le nom figure sur la liste donc, des personnalités concernées par les événements du 28 septembre 2009. Et il est en convalescence après sa blessure. Alors, revenons au second tour de l'élection présidentielle qui va opposer Cellou Dalein Diallo, lui-même blessé le 28 septembre, et Alpha Condé. Doivent-ils faire la lumière sur les massacres de Conakry? C'est le défi du prochain pouvoir guinéen. C'est même un devoir. Parce que il faut bien comprendre qu'il y a des victimes et qu'un des problèmes endémiques de la Guinée, c'est l'impunité. Vous allez dans la rue en Guinée, vous rencontrez tous les acteurs de la vie guinéenne et ils vous expliquent que l'impunité est un problème crucial et que, n'ayant pas réglé ce problème, on va de difficulté en difficulté. Et d'une certaine manière, on peut comprendre que c'est aussi l'impunité qui mène à Moussa Dadis Camara et au fait du 28 septembre 2009. Donc, l'impunité est une question qui doit être résolue. Sans justice, il y aura cette impunité
Et il faut vraiment que les auteurs de ces massacres, que les responsables soient jugés. Un mot, Rachid Ndiaye, sur la date du 10 octobre annoncée pour le second tour de la présidentielle. C'est réaliste selon vous ? Bon, je crois qu'il y a quelques contingences sur le terrain liées au dysfonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Mais je crois que chaque acteur essaie de se donner quand même le maximum de bonne volonté afin qu'on puisse faire ces élections, comme disait le général Konaté, élections vite et bien. Général Konaté, homme fort qui assure l'intérim du pouvoir en ce moment. Merci Rachid Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le directeur de la revue Matalana. Et puis merci à vous d'avoir été également avec nous, Martin Pradel. D'autres infos à suivre sur France 24.